Nous avions décidé que nous ferions la vie ensemble, mais pas du tout, en effet, ça n'a jamais été question, il n'y a jamais été question de le faire sous la forme d'un mariage. Personnellement, j'en avais pas grande envie, mais je savais surtout qu'il en avait encore beaucoup moins envie, parce que déjà d'être professeur, d'avoir un censeur, etc., ça ne lui plaisait pas, et d'être un homme marié, ça lui aurait plu encore moins, et comme il n'était pas question d'avoir des enfants, parce que pour moi ça ne se posait pas, non pas que ça ne soit pas posé, peut-être quand j'avais 18 ou 19 ans, quand j'envisageais un mariage bourgeois, j'avais pas de répugnance, a priori, à avoir des enfants. Mais dans le genre de vie que je comptais mener, où il fallait que je gagne ma vie d'une part, et je voulais écrire d'autre part, et il n'y avait pas de place pour des enfants. Mon histoire publique, c'est celle de mes livres, de mes succès, et aussi celle des attaques auxquelles j'ai été en butte. En France, si vous écrivez, être femme, c'est donner des verges pour vous battre. Surtout à l'âge que j'avais quand j'ai commencé à être publiée. Le fait est que je suis un écrivain. Une femme écrivain, ce n'est pas une femme d'intérieur qui écrit, mais quelqu'un dont toute l'existence est commandée par l'écriture. Cette vie en vaut bien une autre. Elle a ses raisons, son ordre, ses fins, auxquelles il faut ne rien comprendre pour la juger extravagante. En tout cas, me retournant vers mon passé, je n'envie personne. Je me suis entraînée dans ma jeunesse à me foutre de l'opinion. Pas un hasard si c'est Sartre que j'ai choisi, car enfin, je l'ai choisi. Sartre répondait exactement aux vœux de mes 15 ans. Il était le double en qui je retrouvais porté à l'incandescence toutes mes manies. Avec lui, je pourrais toujours tout partager. Un seul projet nous animait, tout embrasser et témoigner de tout. Quand je le quittais début août, je savais que plus jamais il ne sortirait de ma vie. On s'est rencontrés à la Sorbonne, nous préparions tous les deux l'agrégation. Il avait été par bonheur pour moi à recaler l'année précédente, parce que ça je ne l'aurais pas connu. Et cette année-là, il venait au même cours que moi. Et au début, on ne se fréquentait pas du tout, parce qu'il était normalien, il faisait toujours avec ses amis normaliens, eux, Nisan. Et j'étais là très isolée de tous les Sorbonnards, et moi je n'étais qu'une Sorbonnarde. Je les apercevais comme ça, et pas avec une spéciale sympathie. Et j'ai trouvé que son ami Maheu venait travailler à la Bibliothèque nationale. Et que là, il s'est pris de sympathie pour moi, et que nous causions, nous allions déjeuner ensemble. Alors on déjeunait, on causait, et on discutait, il me parlait de Sartre. Et puis un beau jour, il a dit que Sartre, finalement, voulait faire ma connaissance. Et alors, j'ai pas voulu dès le début, parce que j'avais une amitié assez exclusive avec Maheu, et j'ai envoyé ma sœur à ma place, à Sartre, qui a été furieux d'ailleurs. Et puis bon, on a passé la grecque, on a passé l'écrit, et à ce moment-là, Maheu m'a proposé de venir travailler l'oral chez Sartre. Et moi, je devais leur parler soi-disant de Leibniz, parce que j'avais fait un diplôme assez fouillé sur Leibniz. Et puis en vérité, c'était surtout Sartre qui travaillait, parce qu'il était d'une très grande générosité intellectuelle, et il nous parlait surtout de Rousseau et des contrats sociaux. Alors on a commencé à se voir comme ça pendant presque un mois. C'était Nizan, Sartre et moi qui nous retrouvions surtout ensemble. Et puis bon, alors on allait se promener, on allait jouer au billard japonais, on faisait... Et puis très vite, il y a eu une sympathie très grande entre Sartre et moi. Et bon, alors nous nous sommes vus pendant les jours qui nous séparaient de l'agrégation, que nous avons passé ensemble. Il a été premier, j'étais seconde. Et puis ensuite, il a décidé de venir me voir en Limousin. Certainement que c'est un livre que j'ai écrit, d'une part parce qu'il m'a semblé que les femmes d'aujourd'hui avaient beaucoup de mal pratiquement et moralement à vivre et qu'elles étaient dans un état de déséquilibre, et d'autre part parce que j'ai été assez irritée, comme beaucoup de femmes, par le nombre de grandes sottises qui se débitent à propos de nous et à propos de notre situation. Vous me dire, qu'est-ce que vous entendez, vous, par le style? Comment vous travaillez pour donner un style à vos œuvres? C'est-à-dire que c'est très différent selon les genres, comme vous venez de le dire. Quand j'écrivais Le deuxième sexe, qui est mon seul essai important, je ne me souciais pas tellement de la manière dont c'était écrit, sauf d'un certain passage où ça m'amusait de faire ce qu'on pourrait appeler un peu des petits morceaux de bravoure sur la ménagère, je me rappelle, des choses comme ça. Mais enfin, dans l'ensemble, il y avait des choses à dire, et même s'il fallait les dire d'une façon un peu difficile, ce n'est pas tout à fait accessible peut-être à tout le monde, en employant du vocabulaire philosophique, c'est ce que je faisais. Je cherchais avant tout l'exactitude de ma pensée, rendre l'exactitude de la pensée même théorique, plutôt que d'autres choses. Espectadores, no aeroporto de Congonhas, chegando a São Paulo, Jean-Paul Sartre, em companhia de sua esposa, a escritora Simone de Beauvoir. A saudação do Jean-Paul Sartre
a toda a intelectualidade bandeirante e também à população de São Paulo. Nous sommes très heureux d'arriver à Saint-Paul et nous souhaitons tout ce que nous pouvons aux étudiants qui nous ont reçus ici. Et nous sommes très contents de voir. Aqui está uma faixa dizendo: o povo paulista saúda em Sartre o defensor da Revolução Cubana. E cabe uma pergunta então, já que ele esteve em Cuba. Crê, segundo os círculos de todo o mundo, alguns círculos, que Fidel Castro teria desvirtuado a finalidade da Revolução Cubana? O Jean Paul Sartre fará uma conferência coletiva hoje, né? Para os telespectadores apenas... Ele está muito fatigado. Vous avez oui, vous croyez que Fidel Castro a changé les pratiques, disons, de la révolution cubaine? Si vous pensez ça. Depuis qu'il a changé. Qu'il a changé. Il va toujours dans le sens qu'il a fait. Oui. Il a changé. Absolument pas. La révolution cubaine continue son cours comme elle doit être. Et il n'y a aucune crainte de ce genre à avoir. Jean Paul Sartre acha que a Revolução Cubana segue naturalmente o rumo que deveria seguir e somente somente esse rumo é que deve ser dado. E tudo o que Fidel Castro está fazendo é exatamente correto. Palavra de Jean Paul Sartre a São Paulo hoje, no aeroporto de Congonhas, sendo saudado por membros da intelectualidade bandeirante e ainda por membros da nova geração. Era o que tínhamos a oferecer aos telespectadores da televisão Tupi de Fusão. Vous me dire, qu'est-ce que vous entendez, vous, par le style? Comment vous travaillez pour donner un style à vos œuvres? C'est-à-dire que c'est très différent selon les genres, comme vous venez de le dire. Quand j'écrivais Le Deuxième Sexe, qui est mon seul essai important, je ne me souciais pas tellement de la manière dont c'était écrit, sauf d'un certain passage où ça m'amusait de faire ce qu'on pourrait appeler un peu des petits morceaux de bravoure sur la ménagère, je me rappelle, des choses comme ça. Mais enfin, dans l'ensemble, il y avait des choses à dire, et même s'il fallait les dire d'une façon un peu difficile, ce n'est pas tout à fait accessible peut-être à tout le monde, en employant du vocabulaire philosophique, c'est ce que je faisais. Je cherchais avant tout l'exactitude de ma pensée, rendre l'exactitude de la pensée même théorique, plutôt que d'autres choses. Il restait assez lointain pour ne pas m'effaroucher et déjà il m'éblouissait. Cet été-là, entre tous les étés, je m'enivrais de sa splendeur. La brise du soir caressait les fusains, elle me frôlait, me souffletait, et je m'abandonnais à sa douceur, à sa violence. Les noisettiers murmuraient, et je comprenais leur oracle. J'étais attendue par moi-même. Ruisselante de lumière, le monde couchait à mes pieds comme un grand animal familier. Je souriais à l'adolescente qui demain mourrait et ressusciterait dans ma gloire. Aucune vie, aucun instant d'aucune vie ne saurait tenir les promesses dont j'affolais mon cœur crédule.